pour la France insoumise, c'est monsieur le député du Val d'Oise, Carlos Martins Bilongo. Carlos, c'est à vous de vous exprimer. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Vous avez débattu au Conseil des affaires étrangères dans sa formation au commerce de la manière dont la politique commerciale de l'Union européenne peut contribuer à réduire l'incidence négative pour les entreprises de l'UE face aux défis géopolitiques actuels, les différentes guerres dans le monde, la transition énergétique. Je souhaiterais aborder avec vous, afin de vous entendre, que vous puissiez éclairer notre commission sur l'aspect de la cohérence de la politique commerciale de l'UE sur les matières critiques indispensables pour la transition écologique et numérique. Il est incontestable que l'Afrique est un continent pourvoyeur en matières premières et que l'UE est le principal partenaire commercial de l'Afrique. Le sous-sol africain regorge de minerais essentiels au commerce et à l'industrie. Ces minéraux sont très largement utilisés dans les équipements électroniques, téléphones portables, ordinateurs, systèmes automobiles et aéronautiques. En avril 2022, un rapport publié par Global Witness a rassemblé des preuves démontrant l'insuffisance des mécanismes de contrôle qui permettent le blanchiment des minerais produits grâce au travail des enfants ou provenant de mines contrôlées par des milices. Pourtant, de nombreuses entreprises de l'Union européenne continuent de s'approvisionner en minerais qui font même, pour une partie, l'objet du trafic de contrebande. Le rapport s'appuie sur des recherches de terrain, sur des entretiens avec des acteurs politiques, sociétés civiles, du secteur minier et du monde universitaire, mais aussi des dizaines de vidéos filmées par des chercheurs locaux que Global Witness a pu consulter. Les recherches de cette enquête corroborent les observations d'autres organismes fiables comme l'ONU et l'Institut de recherche belge International Peace Information Service, ainsi que le rapport récent de Martin Mofali. Malgré l'ensemble de ces éléments, l'UE a signé un protocole d'accord le 19 février entre Bruxelles et Kigali sur les chaînes de valeur durables sur les matières premières, alors même qu'une milice rebelle, le M23, soutenue par le Rwanda, a récemment provoqué un bombardement à Mukunga dans un camp de déplacés près de Goma. Comment, Monsieur le Ministre, un tel accord a pu être signé ou sous quelles conditions? Ensuite, ma deuxième question porte sur les échanges commerciaux entre l'UE et Israël. Il y a à ce jour 40 000 morts à Gaza et ensuite des morts encore sous les décombres. Le procureur de la Cour pénale internationale a récemment émis un mandat d'arrêt à l'encontre de Benjamin Netanyahu et de son ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés à Gaza. Au vu de ces éléments, il convient de s'interroger sur l'accord d'association entre l'UE et Israël, qui est récemment dénoncé par des milliers de manifestants français. Je vous remercie, monsieur le député. Monsieur le ministre. Alors, merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le député, oui, la France et l'Union européenne sont alignées en ce qui concerne la stratégie en matière de sécurisation des approvisionnements en matière de métaux critiques, à la fois avec une politique publique et un soutien au secteur privé. Nous avons le cas notamment de France 2030, et il y a des projets qui sont en cours, notamment par exemple sur le recyclage des terres rares par les entreprises Carester et Solvay à La Rochelle. Ensuite, la diversification de nos approvisionnements, c'est un point absolument clé, notamment pour se dérisquer par rapport à la Chine, qui est un des grands fournisseurs, vous le savez, mondial de métaux critiques. Ça passe par des accords commerciaux, des accords de partenariat, accords commerciaux par exemple avec le Chili, accords commerciaux par exemple le Canada. Je me suis moi-même rendu dans les mines d'uranium d'Orano au nord du Saskatchewan lors de ma visite au Canada, mais aussi d'autres types de partenariats, notamment avec des partenariats spécifiques sur les métaux critiques, comme par exemple celui qui a été scellé en 2024 entre l'Australie et l'Union européenne. Et puis, c'est de promouvoir, et c'est le point que vous mettiez en avant, un approvisionnement durable et respectueux d'un certain nombre de valeurs auxquelles nous croyons, à commencer par les droits humains, les droits sociaux. Vous savez que vient d'être votée une directive européenne sur le devoir de vigilance et qui, notamment, va imposer aux entreprises européennes de vérifier quelles sont ces chaînes d'approvisionnement et si les chaînes d'approvisionnement sont respectueuses de ce à quoi nous croyons en matière de RSE et notamment en matière de travail forcé, en matière de travail des enfants, en matière de respect des droits sociaux. D'autre part, a été voté un instrument dit autonome européen sur le travail forcé, pour là aussi demander aux entreprises de s'assurer que l'approvisionnement, et notamment en matière de matériaux critiques, n'est pas le fruit de travail forcé.
Et nous regardons bien évidemment chaque cas avec chaque pays, avec des évolutions qui sont permanentes, mais avec la nécessité de bâtir des partenariats sur le long terme pour assurer notre résilience en matière d'approvisionnement sur ces métaux si critiques. Ensuite, concernant spécifiquement la question d'Israël, je vous reporte aux réponses qu'a formulées le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Nous souhaitons toujours veiller à ce qu'il puisse y avoir une solution à deux États et nous mobilisons toute l'énergie qu'il est nécessaire pour ce faire. J'ai quand même le sentiment que sur ce devoir de vigilance, on confie aux entreprises des responsabilités qui sont plutôt celles de la puissance publique, qu'elle soit européenne ou nationale. C'est quand même extrêmement difficile pour des entreprises de faire la police des sociétés auxquelles elles font affaire. C'est quand même une responsabilité collective. Je comprends très bien le souci, je le partage entièrement, mais je crois qu'il y a une façon de la part et de l'Union européenne et de nos États de battre leur coulpe sur la poitrine des autres. Moi, je trouve un peu particulier, mais peut-être vous voulez préciser les choses. Non, c'est pas particulier. Ça permet malgré tout de sensibiliser les entreprises qui sont au quotidien avec leurs fournisseurs et qui doivent faire ce travail de vigilance qui est absolument clé et qui aussi n'est pas, je veux dire, qui n'empêche pas les États aussi de faire leur travail. Sur le travail forcé, par exemple, sur l'instrument autonome, c'est les États qui doivent s'assurer et qui ont la responsabilité de s'assurer qu'il n'y ait pas de travail forcé. Donc c'est une complémentarité entre le travail et la responsabilité des entreprises de ne pas faire comme s'il n'y avait pas des réalités face à leur engagement citoyen et l'engagement en matière de RSE, et d'autre part aux États de s'assurer que les règles auxquelles nous croyons sont bien respectées. Je comprends très bien, je crois que le partage des responsabilités gagnerait à l'avenir, et vous en conviendrez, à être précisé.